Le vent se glissait par les fissures des fenêtres cassées, produisant un gémissement doux, qui parcourait chaque coin de la vieille maison en bois. De l'extérieur, elle semblait abandonnée depuis des décennies, toit affaissé, murs rongés, et un silence si profond, que n'importe qui aurait juré que personne n'y vivait. Mais il se trompait. À l'intérieur, dans la pénombre, se cachait une petite silhouette, un enfant. Léo, seulement 5 ans, corps menu, pieds nus, vêtements sales et déchirés. Il avait appris à survivre seul, dans le même endroit où il avait autrefois vécu avec ses parents, avant qu'une tragédie ne les lui arrache pour toujours. Il les avait vus partir un matin en promettant de revenir avant la nuit. Mais ils ne l'avaient jamais fait. L'accident les avait séparés à jamais. Depuis lors, Léo dormait sur le sol froid, se nourrissait avec le peu qu'il pouvait trouver, et pleurait en silence quand la nuit tombait. Ce jour-là, cependant, quelque chose commença à changer. L'enfant entendit un bruit étrange. Un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Un moteur qui s'approchait par le chemin de terre. Léo ouvrit les yeux avec peur. Personne ne visitait cet endroit. Personne ne devait venir. L'anxiété le força à reculer, jusqu'à se cacher dans le coin le plus sombre. Dehors, le véhicule s'arrêta. Une portière s'ouvrit. Des voix inconnues remplirent l'air. « Tu es sûr que c'est ici ?» demanda une femme. « Oui, selon la carte, c'est cette maison », répondit un homme. Léo trembla. Il ne savait pas qui ils étaient. Mais il savait une chose. Si on le trouvait, sa vie changerait pour toujours. Et ce qui se passa ensuite, personne n'était préparé à le découvrir. La maison semblait endormie, comme si le temps s'était arrêté entre ces vieux murs couverts de poussière. Isabelle descendit de la voiture avec prudence, respirant profondément, comme si l'air de cet endroit pesait lourd. Marc observa le terrain en fronçant les sourcils. Ce n'était pas la maison parfaite, mais ils espéraient la transformer en un nouveau départ pour leur famille. Nico, agité et curieux, regardait tout avec de grands yeux, sans imaginer le secret caché derrière ces murs. Le sol craqua à peine ils franchirent le seuil, odeur d'humidité, meubles couverts de vieux draps, poussière flottant dans l'air comme de la cendre. Mais le plus inquiétant était la sensation qu'ils n'étaient pas seuls. Isabelle sentit un frisson lui parcourir le dos, bien qu'elle essayât de l'ignorer. Marc, décidé à inspecter la maison, commença à ouvrir des portes, tandis qu'Isabelle essayait d'allumer une vieille lampe qu'elle trouva sur une table. La lumière jaune trembla, illuminant brièvement le couloir. Et à cet instant un son doux, presque imperceptible, fit s'arrêter les trois. C'était le pleur d'un enfant. Nico serra la main de sa mère. Isabelle regarda son mari sans comprendre. Un pleur faible, étouffé, comme si quelqu'un était caché dans l'obscurité, essayant de ne pas être découvert. Personne ne devrait être là. Personne. La tension augmenta à chaque pas qu'ils firent vers le couloir. Le pleur s'arrêta net. Le silence revint. Mais maintenant la maison avait de la vie. Maintenant ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui les observait. Depuis les ombres. Et ce qu'ils étaient sur le point de trouver changerait leur vie pour toujours. Si cette histoire t'a déjà captivé, je t'invite à laisser un like, commenter de quel pays tu nous regardes, et t'abonner à la chaîne. Ton soutien nous permet de continuer à partager des histoires qui touchent, surprennent et touchent le cœur. Les pas qu'ils firent dans la maison souleva un nuage de poussière qui flotta dans l'air, comme si l'endroit venait de se réveiller d'un long sommeil. Isabelle couvrit sa bouche avec la main, tandis que Nico s'accrochait à la chemise de son père, observant chaque coin avec un mélange de peur et de curiosité. Marc, décidé à ne pas se laisser intimider par l'obscurité, alluma la torche de son téléphone et avança vers la salle principale. Le craquement du bois sous ses pieds semblait un murmure ancien, qui les avertissait qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Il y avait de vieilles photos au mur, floues sous la poussière, comme si les yeux de ces images avaient pleuré avec les années. L'air était lourd, chargé d'humidité, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'invisible, une sensation étrange, un pressentiment qui hérissait la peau. Isabelle le sentit d'abord. Il n'était pas seul. Nico observa le sol avec attention. Là, parmi la saleté, il distingua de petites marques, des empreintes qui ne pouvaient pas être d'animaux. Elles semblaient humaines, trop petites pour être celles d'un adulte. Sa respiration s'accéléra, mais il ne dit rien. Il craignait que s'il parlait à voix haute, quelque chose sorte des ombres pour l'écouter. Tandis qu'Isabelle époussetait une vieille table, elle vit quelque chose qui la laissa immobile. Une petite assiette avec des restes de nourriture sèche, comme si quelqu'un l'avait utilisée récemment. Elle regarda Marc en fronçant les sourcils. Mais avant de dire un mot,
Un bruit lointain l'obligea à se retourner. C'était presque imperceptible, mais c'était là. Un sanglot, un pleur étouffé, plein de douleur. Marc leva la torche d'un coup, en cherchant la direction du son. Nico se cacha derrière sa mère, s'accrochant à sa taille avec force. Isabelle respira profondément. Peut-être était-ce juste le vent, pensa-t-elle. La maison était vieille, elle pouvait faire des bruits étranges. Cependant, le pleur revint cette fois plus clair, plus humain. Ce n'était pas de l'imagination. Il y avait un enfant qui pleurait dans cette maison. Le cœur d'Isabelle commença à battre fort. Elle fit quelques pas vers le couloir, mais Marc la retint par le bras. Il ne savait pas qui pouvait être là. Ça pouvait être dangereux. Ça pouvait être quelqu'un cherchant refuge. Ça pouvait être un enfant abandonné. Les trois restèrent en silence, écoutant attentivement. Le pleur cessa brusquement, comme si leur présence avait effrayé ceux qui se cachaient. Marc décida d'inspecter la maison. Il ne pouvait pas laisser le mystère sans résolution. Il marcha vers la cuisine, poussa la porte rouillée et éclaira chaque coin. Rien, seulement de la poussière, de vieilles assiettes, une chaise cassée, et une fenêtre qui claquait avec le vent. Quand il revint dans le couloir, il vit Isabelle debout devant une autre porte. Une porte entrebâillée qui semblait les appeler comme un murmure. Nico observait derrière elle avec de grands yeux. En ouvrant la porte, la torche révéla une petite chambre. Le sol était couvert de feuilles sèches, comme si quelqu'un les avait apportées de l'extérieur. Il y avait une couverture sale dans le coin, et des restes de nourriture dans une petite boîte en bois. Le cœur d'Isabelle se serra. Ce n'était pas la chambre d'un fantôme. C'était la chambre de quelqu'un qui survivait. Nico fit un pas à l'intérieur. Mais quelque chose bougea dans les ombres. Un son rapide, presque un saut. Isabelle le retint avant qu'il n'avance plus. Marc éclaira le coin sombre, mais ne vit rien. Cependant, tous sentirent que quelqu'un était là. Les regardant, attendant qu'ils partent. Isabelle s'agenouilla sur le sol. Elle parla à voix basse, essayant de paraître gentille. « S'il y a quelqu'un ici, tu n'as pas à avoir peur, » dit-elle. Sa voix trembla un peu. Pas de réponse. Marc examina la pièce avec attention. Il trouva de petites empreintes, des miettes de pain. Une bouteille en plastique avec de l'eau. C'était clair, quelqu'un vivait là. La peur initiale commença à se transformer en inquiétude. Un enfant, un orphelin, un fugitif. Les questions s'accumulaient, mais pas de réponse. Ils revinrent à la salle principale. Nico ne pouvait pas arrêter de regarder le couloir, sentant que quelqu'un l'observait. Isabelle essaya d'allumer une lampe ancienne, mais ne réussit qu'à faire clignoter la lumière, avec un bruit électrique. Marc vérifia une autre porte, mais cette fois quelque chose tomba au sol avec un bruit sec, comme si une petite main avait poussé un objet pour les distraire. Nico cria, Isabelle le serra dans ses bras et Marc courut vers le bruit. Mais à nouveau, personne. La tension était insupportable. Ils avaient la certitude qu'il y avait quelqu'un là-dedans, quelqu'un de caché. Quelqu'un de si silencieux que sa seule présence devenait un murmure. Isabelle ne voulait plus continuer à explorer. Mais Marc était décidé à découvrir la vérité. Il ne pouvait pas laisser une créature sans défense dans cet endroit. Et alors, quand ils étaient sur le point de sortir de la maison, pour demander de l'aide, quelque chose arriva. Derrière la porte du couloir, deux yeux énormes s'ouvrirent dans l'obscurité. Des yeux pleins de larmes, des yeux qui attendaient depuis des années d'être vus. Des yeux d'un enfant qui ne connaissait pas l'amour, depuis que ses parents étaient morts. C'était Léo. Mais quand Marc fit un pas vers lui, l'enfant recula terrifié. Comme un petit animal blessé qui craint d'être capturé. Isabelle sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Un enfant si petit, si fragile. Complètement seul dans cet endroit oublié. Nico le regarda fixement. Il pouvait sentir la peur de l'autre, le tremblement de son corps, le désespoir dans son regard. Et sans y penser à deux fois, il fit un pas en avant. « N'aie pas peur, nous sommes gentils », murmura-t-il. Léo ne répondit pas. Ses lèvres tremblèrent, ses yeux se remplirent de larmes. Comme si toute son âme attendait d'entendre ces mots, depuis des années. Mais avant que quiconque puisse approcher plus, l'enfant tourna et courut vers l'obscurité et ils le perdirent de vue. Le silence revint, mais cette fois ce n'était pas un silence vide. C'était le silence d'une vérité qui commençait à émerger. Et ce qu'ils allaient découvrir ensuite serait beaucoup plus grand, plus douloureux et plus impactant que quiconque imaginait. Après que Léo disparut dans les ombres du couloir, la maison resta plongée dans un silence épais, presque étouffant. Isabelle essaya de contrôler sa respiration. Mais son cœur s'accélérait.
comme si elle avait couru une longue distance. Marc serra la torche avec force, son instinct de protection plus fort que la peur. Nico, les yeux brillants de nerfs et de compassion, ne cessait de regarder l'endroit où il avait vu l'enfant. Pour la dernière fois. Il savait qu'il était là, caché, les observant avec une méfiance absolue. Marc fit quelques pas vers le couloir, balayant la torche d'un côté à l'autre, cherchant n'importe quel signe. Chaque coin de la maison semblait les observer. Comme si le vieux bois contenait les secrets que l'enfant avait gardés pendant des années. Isabelle s'approcha lentement, touchant l'épaule de son mari pour le forcer à s'arrêter. Marc, si on l'effraie plus, il partira et s'il part la nuit, il pourrait se perdre dans la forêt ou pire. Il comprit. Ils n'avaient pas besoin de le poursuivre. Ils avaient besoin de gagner sa confiance, de démontrer qu'il n'était pas une menace. Isabelle s'agenouilla sur le sol avec la voix la plus douce possible. Mon chéri, nous ne voulons pas te faire de mal, nous voulons seulement t'aider. Le silence répondit, mais ce n'était pas un silence vide, c'était un silence tremblant. Le genre qui a peur de parler, peur de faire confiance, peur d'exister. Nico s'éloigna de ses parents et s'approcha de quelques pas. Sa voix enfantine sonna sincère, pure, sans arrière-pensée. Je suis là. Tu peux sortir. Je ne te frapperai pas. Quelque part derrière un meuble, une respiration tremblante se brisa. La maison craqua avec le vent, mais parmi ce bruit faible apparut quelque chose de plus. Le frottement très doux de pieds nus sur le bois. Isabelle put sentir le nœud dans son estomac se serrer. Léo était proche, très proche. La torche de Marc bougea lentement et à cet instant, quelque chose de petit et mince se montra derrière une vieille armoire. Deux grands yeux sombres, brillant de larmes sèches, les observèrent avec peur. L'enfant semblait une ombre vivante, peau fine, pieds noirs de terre, vêtements déchirés qui n'avaient plus de couleur. Marc posa la torche sur le sol pour ne pas l'effrayer. Isabelle étendit les mains sans s'approcher trop. « Tu as faim, n'est-ce pas ?» Léo ne répondit pas, mais ses yeux le firent. Il y avait là un mélange profond de douleur et de besoin. Nico, très lentement, sortit de sa poche un biscuit qu'il avait gardé du voyage. Il marcha vers le meuble sans bruit. Quand il fut devant lui, il posa le biscuit sur le sol et fit 3 pas en arrière. Léo regarda la nourriture comme si c'était un piège. Mais le tremblement de ses mains et la sécheresse de ses lèvres révélaient la vérité. Il y avait des jours qu'il n'avait pas mangé. Enfin, avec des mouvements lents, il étira la main et prit le biscuit. Il le serra si fort qu'on aurait dit qu'il allait le casser. Puis, très lentement, il le porta à la bouche. La première bouchée fit jaillir les larmes de ses yeux. Comme si ce simple geste avait déterré toute la tristesse qu'il gardait. Isabelle ne put retenir ses larmes. Marc passa une main sur son visage en essayant de le cacher. Cette scène était trop douloureuse à supporter. Un enfant si petit, vivant seul dans cet endroit sombre. Sans personne pour le protéger, sans personne pour le serrer dans ses bras, sans personne pour le chercher. Quand il finit de manger, Léo recula à nouveau, craignant qu'on le capture. Mais Nico lui parla encore à voix basse. « Si tu veux, on peut jouer dehors. Il y a du soleil et ça fait moins peur qu'ici. » L'enfant fronça les sourcils. Le mot dehors semblait signifier danger. Son regard parcourut la pièce, comme s'il attendait que quelque chose sorte des murs pour l'arrêter. Isabelle respira profondément. « Nous pouvons t'aider, tu n'as pas à rester caché. » Ce fut alors qu'il parla pour la première fois. Sa voix était si faible qu'on l'entendit à peine. « Non, je ne peux pas partir. Ils ont dit qu'ils reviendraient. » Isabelle sentit son cœur se briser. « Tes parents. » L'enfant hocha lentement la tête, le regard perdu sur le sol. « Ils sont partis, mais ils ont dit qu'ils reviendraient avant de dormir. » Isabelle avala ses larmes. Marc s'assit sur le sol pour être à sa hauteur. « Léo, sais-tu ce qui leur est arrivé ?» L'enfant ferma les yeux et secoua la tête. La vérité était trop grande pour lui. Personne ne la lui avait jamais expliquée. Personne ne l'avait jamais trouvée. Personne ne s'était jamais soucié. Nico s'approcha et lui offrit sa main. Cette fois, Léo ne courut pas. Il observa la petite main en doutant, respirant vite. Comme si un seul mouvement pouvait le détruire. Enfin, avec un geste minimal, il posa sa main sur la sienne. Isabelle couvrit sa bouche pour ne pas laisser échapper un sanglot. Très lentement, les trois marchèrent vers la sortie. Le soleil entra par la porte ouverte et Léo plissa les yeux. La lumière semblait lui brûler la peau. Il avait vécu si longtemps dans l'obscurité, que la clarté se sentait comme un monde inconnu. Nico le tint plus fort. « Ça va, je suis avec toi. » Chaque pas qu'il fit hors de la maison fut
comme se détacher d'années de peur. Quand ses pieds touchèrent la terre, il sentit la chaleur du sol. Il leva la tête pour la première fois et vit le ciel. Ses yeux se remplirent de larmes à nouveau. Mais cette fois ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était comme si son cœur se rappelait ce que c'était d'être vivant. Marc ouvrit la voiture et Isabelle l'invita à entrer. Léo hésita, regarda vers la maison, sa prison et son refuge. « Si je pars, ils ne pourront pas me trouver, » murmura-t-il. Isabelle s'agenouilla devant lui avec douceur. « Si tes parents pouvaient te voir maintenant, ils voudraient que tu sois en sécurité, avec de la nourriture, un lit, quelqu'un qui prend soin de toi. » L'enfant respira profondément. Il y avait une bataille en lui entre la peur et l'espoir. Nico lui serra la main une fois de plus. « Je ne te laisserai pas seul. » Et cette phrase dite par un autre enfant fut suffisante. Léo monta dans la voiture, mais tandis qu'Isabelle fermait la porte, Léo tourna le regard vers le bois. Comme si quelque chose le surveillait depuis l'intérieur de la maison. Et la terreur revint dans ses yeux. Isabelle le serra dans ses bras. « Tu es en sécurité. » Mais Léo murmura quelque chose qui glaça le sang de tous. « Non, elle va revenir. » Marc se tourna. « Qui ?» Léo baissa la voix jusqu'à un murmure. « La femme qui a dit qu'elle reviendrait pour moi. » Et à cet instant, Nico vit une ombre bouger derrière une fenêtre cassée. Il n'était pas aussi seul qu'il le pensait. Le voyage vers le village fut si silencieux que même le moteur de la voiture semblait respecter la douleur assise sur le siège arrière. Léo observait par la fenêtre avec de grands yeux, comme si chaque arbre, chaque pierre, chaque trace du monde extérieur était quelque chose de complètement nouveau pour lui. Marc conduisait en fronçant les sourcils, essayant de garder son calme, tandis qu'Isabelle se retournait constamment, pour s'assurer que l'enfant allait bien. Nico, assis à côté de lui, le regardait sans parler. Il ne voulait pas l'effrayer plus, il voulait seulement qu'il se sente en sécurité. Quand ils entrèrent dans le village, les gens commencèrent à regarder la voiture avec curiosité. Ce n'était pas courant de voir des véhicules inconnus dans la zone. Et encore moins avec une famille que personne ne reconnaissait. Mais la vraie commotion arriva quand ils virent Léo descendre de la voiture. Ses vêtements sales, ses pieds nus, ses cheveux emmêlés, son expression perdue, tout en lui semblait crier l'abandon. Une femme se signa en le voyant. Une autre prit ses enfants par la main et s'écarta. Léo sentit les regards se planter dans sa peau, comme des aiguilles invisibles. Il baissa la tête en souhaitant revenir se cacher dans l'obscurité. Isabelle essaya de le couvrir, avec une couverture propre qu'elle avait apportée dans la voiture. « Tout va bien, mon chéri » murmura-t-elle, bien que sa voix tremble. Nico se mit à côté de lui presque, comme s'il le défendait du monde. Marc toucha l'épaule de sa femme. « Allons, il faut l'emmener voir quelqu'un qui peut t'aider. » Léo entendit ces mots et ses mains commencèrent à trembler. Il ne voulait pas rester avec des inconnus. Il ne voulait pas qu'on le sépare des seules personnes qui ne lui avaient ni crié ni frappé. Il regarda la main d'Isabelle et bien qu'il ait peur, il la prit. Il arrivait au petit bâtiment où travaillait le monsieur Ramirez, le responsable des affaires sociales du village. C'était un homme sérieux, habitué à entendre des mensonges et des vérités qui faisaient mal. Quand il vit Léo entrer, sa poitrine se serra. Il n'avait pas besoin de beaucoup de mots pour comprendre que cet enfant avait vécu quelque chose de terrible. Isabelle expliqua ce qui s'était passé d'une voix entrecoupée. Il l'avait trouvé dans la maison abandonnée, seul, sans nourriture, sans chaussures, pleurant. Marc ajouta ce qu'ils avaient vu. Des empreintes, des restes d'eau, une chambre improvisée. Silence absolu pendant qui sait combien de mois. Le monsieur Ramirez prit des notes avec un visage inexpressif, mais ses yeux s'humidifièrent à peine une seconde. Puis il s'agenouilla devant Léo et lui parla d'une voix douce. « Combien de temps as-tu passé là, petit ?» L'enfant ne répondit pas, seulement serra les doigts contre la couverture, et fit un pas en arrière. Nico le prit par la main pour qu'il ne fuit pas. Ramirez soupira. « C'est bien, tu n'as pas à parler maintenant, personne ne te forcera. » Puis il appela par téléphone une doctoresse de la clinique du village. Léo avait besoin d'être examiné. Il était faible, dénutri et couvert de petites blessures, que personne n'avait soignées. Quand la doctoresse arriva, elle essaya de s'approcher avec douceur, mais en sentant le contact. Léo recula avec panique dans les yeux. « Je ne te ferai pas mal » murmura-t-elle, mais l'enfant secoua la tête, serrant les lèvres jusqu'à ce qu'elle tremble. Nico le serra dans ses bras sans y penser, comme s'il savait que c'était la seule chose qui pouvait arrêter la peur. « Je suis avec toi » dit-il à voix basse. Et Léo, pour la première fois depuis longtemps,
ferma les yeux et laissa quelqu'un le toucher sans sentir de terreur. La doctoresse l'examina avec soin. Il était déshydraté, manquant de vitamines. Et son cœur battait trop vite à cause de l'anxiété. Cet enfant a survécu par miracle, dit-elle enfin. Marc et Isabelle échangèrent un regard. Ils n'avaient plus de doute. L'emmener avec eux avait été la bonne chose. Le monsieur Ramirez expliqua qu'ils devaient ouvrir un dossier. Ils avaient besoin de tracer son identité, savoir s'il avait de la famille vivante. Chercher des registres, chercher des réponses. Isabelle sentit un vide dans l'estomac. Et si quelqu'un apparaissait pour le réclamer? Et si quelqu'un le voulait seulement pour le blesser? Elle ne pouvait pas supporter l'idée. Marc posa une main sur son dos, comme pour lui promettre qu'il ne laisserait rien de mal arriver. Tandis qu'il remplissait des papiers, quelque chose d'étrange se produisit. Léo se leva lentement de la chaise et marcha vers la fenêtre. Ses yeux, qui avaient été baissés tout le temps, s'ouvrirent sur la rue. Une voiture noire passait lentement, trop lentement, comme si quelqu'un cherchait quelque chose ou quelqu'un. Léo recula et sa respiration devint agitée. Isabelle le serra dans ses bras immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?» L'enfant avala sa salive. Sa voix sortit brisée comme si parler lui faisait mal. « Elle a une voiture comme ça. » Le monsieur Ramirez fronça les sourcils. « Elle? Qui ?» Léo baissa la tête. Il ne voulait pas le dire. Il ne pouvait pas le dire. Ses yeux se remplirent de larmes, et tout son corps commença à trembler. Nico le serra plus fort. Isabelle le tint, mais le message était clair. Quelqu'un l'avait laissé là. Quelqu'un savait de son existence. Quelqu'un pouvait revenir. Pour le protéger, Ramirez décida de l'emmener à l'orphelinat temporaire du village, où il y aurait du personnel pour s'en occuper, et un endroit sûr pour dormir. Isabelle sentit une douleur profonde dans la poitrine. Elle ne voulait pas qu'il parte. Marc le sentit aussi, mais il savait qu'il devait obéir à la loi. Avant d'entrer, Léo s'arrêta à la porte. Ses yeux se remplirent de terreur. Non, non, non. Il essaya de reculer, mais la porte s'ouvrit et 2 gardiennes s'approchèrent. Isabelle s'agenouilla devant lui et prit son visage avec soin. « Je te le promets. Nous reviendrons pour toi. » C'était une promesse qu'elle ne savait pas si elle pourrait tenir. Mais elle l'a dit comme si sa vie en dépendait. Léo la regarda fixement, comme s'il essayait de graver sa voix dans la mémoire. Puis, très lentement, il lâcha la main de Nico et entra dans le bâtiment. Les portes se fermèrent. Isabelle resta immobile avec des larmes silencieuses. Marc la serra dans ses bras. Nico, regardant vers l'intérieur, demanda avec le cœur brisé. « Et si elle revient et le trouve ici ?» Personne ne répondit, parce qu'une chose était certaine. Si cette femme était vivante, elle n'avait pas fini. Et cette nuit-là, tandis que la famille retournait à la voiture, sans que personne ne les voie, un véhicule noir se gara devant l'orphelinat. Quelqu'un descendit de la voiture. Une silhouette féminine, une voix basse venimeuse, murmura. « Je t'ai dit que je reviendrais pour toi. » La nuit tomba sur le village avec un calme trompeur. Tandis que les lumières des maisons s'éteignaient une à une, l'orphelinat restait silencieux, comme si tous dormaient profondément. Mais Léo ne pouvait pas dormir. Il était allongé dans un lit étrange, avec des draps propres et un oreiller doux. Mais rien de cela ne le faisait se sentir en sécurité. Ses yeux restaient ouverts, fixés sur la fenêtre, écoutant chaque craquement, chaque ombre qui effleurait le verre, chaque murmure du vent. Son cœur battait vite, comme s'il devinait quelque chose que personne d'autre ne pouvait sentir. Dans la chambre il y avait d'autres enfants, mais aucun n'osait parler. Tous savaient que cet endroit était tranquille le jour. Mais la nuit les couloirs se remplissaient de sons étranges. Pas lointains, portes qui s'ouvraient sans raison. Coups doux sur le vieux bois. Certains pensaient que c'étaient des fantômes. D'autres disaient que c'était le vent. Léo, en revanche, avait une autre peur, la femme de la voiture noire. Il savait qu'elle pouvait apparaître à n'importe quel moment et si elle le trouvait, elle ferait l'impossible pour l'emmener. L'horloge marqua minuit quand un son brisa le silence. La grille de l'orphelinat grinça comme si quelqu'un l'avait poussée avec force. Léo se redressa immédiatement avec le corps tremblant. Il essaya de dire quelque chose, mais la peur lui ferma la gorge. Dehors, les chiens commencèrent à aboyer. Puis tout redevint silencieux. L'enfant serra les draps en souhaitant qu'Isabelle et Marc soient là. Il l'aurait protégé. Il ne l'aurait pas laissé seul. Des minutes plus tard, des pas résonnèrent dans le couloir. Pas lents, lourds, qui semblaient traîner quelque chose. Les gardiennes dormaient dans une autre zone, et les enfants n'avaient pas le droit de sortir de la chambre la nuit. Mais le son continuait à s'approcher.
Léo glissa hors du lit, posant ses pieds nus sur le sol froid. Il marcha jusqu'à la porte et colla l'oreille contre le bois. Il pouvait entendre une respiration profonde. Comme si quelqu'un était debout juste de l'autre côté. Alors, un coup sec secoua la porte. Les autres enfants se réveillèrent, certains pleurant, d'autres se cachant sous les couvertures. Léo recula paralysé. Le bouton de la porte commença à tourner lentement. C'était comme un cauchemar devenu réalité. Mais à la dernière seconde, une voix ferme se fit entendre depuis le couloir. « Qui est là » cria un garde de nuit. Les pas s'éloignèrent vite, presque en courant. Les lumières du couloir s'allumèrent, et le garde ouvrit la porte en vérifiant la chambre. « Tout va bien ici ?» Les enfants ne répondirent pas, mais la peur était évidente. Le garde sortit pour investiguer et le silence revint. Léo retourna à son lit, mais ne dormit pas, jusqu'à voir la lumière de l'aube filtrer par la fenêtre. Quand le jour arriva, le monsieur Ramirez se présenta pour vérifier l'endroit, inquiet par le rapport du garde. Il observa les serrures, la grille, les fenêtres. Quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de signe de vol ni d'entrée forcée. Cependant, Ramirez savait reconnaître quand quelqu'un mentait. Et le garde était clairement effrayé. Il avait vu quelqu'un dehors. Isabelle et Marc arrivèrent peu après, incapables de passer un seul jour loin de l'enfant. Léo courut vers eux dès qu'il les vit. Se serrant au corps d'Isabelle, avec tant de force qu'il la fit presque tomber. « J'ai eu peur », murmura-t-il d'une voix brisée. Isabelle le souleva dans ses bras, lui caressant les cheveux. « Nous sommes là, nous ne te laisserons pas. » Marc parla avec le monsieur Ramirez, exigeant des explications. Comment est-il possible que quelqu'un s'approche la nuit? Où étaient les gardiennes? Ramirez essaya de garder son calme, mais intérieurement il savait la vérité. Quelqu'un cherchait cet enfant. Ils décidèrent de l'emmener à l'hôpital du village. Pour un examen complet. La doctoresse qui le reçut nota quelque chose d'étrange à son poignet. Un petit bleu? Comme si quelqu'un l'avait tenu, avec trop de force dans le passé. Léo évita de parler du sujet. Quand on lui demanda qui était la femme de la voiture noire, il répondit seulement. Elle a dit qu'elle reviendrait pour moi. Ce détail perturba tout le monde. Qui était cette femme? Pourquoi l'avait-elle laissé seule? Pourquoi le cherchait-elle maintenant après tant de temps? Ramirez initia une recherche d'antécédents. Vérifia des archives, appela des autorités d'autres villes. Demanda des rapports à la police, mais quelque chose ne collait pas. Il n'y avait pas de registre que Léo ait été signalé disparu. Personne n'avait demandé après lui. C'était comme si l'enfant avait été effacé du monde. Isabelle, ne pouvant contenir la méfiance, lui demanda directement. Et si cette femme n'était pas sa mère? Et si elle le gardait seulement? Pour quelque chose de mal? Ramirez n'exclut pas cette possibilité. Pendant ce temps, Marc emmena Nico à la maison pour se reposer. Mais l'enfant ne pouvait pas arrêter de penser à Léo. Il rêvait de lui, de la maison, de l'ombre derrière la fenêtre. Il sentait qu'il y avait encore un danger qui rôdait. Cette même après-midi, quand Isabelle alla à l'orphelinat pour apporter des vêtements neufs à Léo. Quelque chose la fit s'arrêter avant d'entrer. Une enveloppe fermée était jetée devant la porte. Elle n'avait pas de nom, seulement une phrase écrite à l'encre rouge. « Il m'appartient ». Isabelle sentit que le monde s'effondrait sur elle. Elle courut à l'intérieur de l'orphelinat en criant pour Ramirez. Les travailleurs restèrent pétrifiés en voyant le message. Ramirez appela la police. Mais personne ne savait qui avait laissé la note. Léo jouait avec d'autres enfants, ignorant ce qui se passait. Mais quand il vit l'enveloppe dans les mains du travailleur social, son visage devint blanc. « Elle est ici », murmura-t-il. Cette nuit-là, l'orphelinat resta sous surveillance policière. Cependant, personne n'imaginait que la menace n'était pas dehors. Près de minuit, un mouvement dans la zone de blanchisserie alerta un des policiers. Il courut là-bas, mais ne trouva qu'une fenêtre ouverte et de petites empreintes sur le sol humide. Ramirez vérifia la chambre et trouva quelque chose qui fit trembler ses mains. Une barrette à cheveux noirs, exactement comme celle que Léo avait décrite. Quand il parla de la femme, elle était proche, plus proche que tous ne le croyaient. Et elle ne pensait pas s'arrêter, jusqu'à récupérer ce qu'elle disait être sien. Le matin suivant, l'orphelinat se réveilla agité. Certains enfants avaient peur de sortir dans la cour. D'autres demandaient pour la femme de la voiture noire. Et les gardiennes essayaient d'agir normalement, bien que leurs mains tremblent en servant le petit déjeuner. Léo était assis à une petite table sans toucher à la nourriture. Son regard restait fixé sur la porte principale, comme s'il attendait qu'elle s'ouvre à n'importe quel moment. Isabelle et Marc arrivèrent tôt, prêts à passer la journée avec lui.
Nico courut le serrer dans ses bras, mais Léo ne réagit pas. Il était là, mais son esprit restait piégé dans la nuit précédente. Le monsieur Ramirez sortit de son bureau, avec un dossier dans les mains. Il avait passé toute la nuit à chercher des informations, vérifiant des registres et appelant des autorités lointaines. Il ajusta ses lunettes, respira profondément et s'assit à côté de la famille. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il à voix basse. Isabelle se pencha en avant. Marc serra la table avec force. Il y a 3 ans, un couple du village est mort dans un accident de voiture. Ils emmenaient leur fils avec eux. On a dit que toute la famille était morte sur le coup, mais le rapport médical a une contradiction. Ils n'ont récupéré que 2 corps. Isabelle ouvrit les yeux avec horreur. « Tu dis que Léo a survécu à l'accident ?» Ramirez hocha lentement la tête. Probablement il a été sorti de la voiture, avant que tout ne soit enseveli, mais quelqu'un a décidé de le cacher. Marc frappa la table. Et qui emporterait un enfant après une tragédie comme ça? Pourquoi? Personne n'avait de réponse. Léo écoutait en silence, serrant ses jambes contre sa poitrine. Il ne comprenait pas tout ce qu'ils disaient, mais il comprenait la peur dans leur voix, et cela suffisait pour le faire trembler. Tandis que Ramirez continuait à parler, un policier entra dans l'orphelinat avec un visage inquiet. « Monsieur, la femme de la voiture noire est réapparue près du bois. La patrouille l'a poursuivie, mais elle a disparu entre les arbres. » Le nom du bois tomba comme un coup de glace. Léo commença à pleurer en silence. Isabelle le serra fort et le souleva dans ses bras. « Nous ne te laisserons pas ici un jour de plus, » dit-elle avec fermeté. Ramirez secoua la tête. « Légalement, vous ne pouvez pas encore l'emmener. » Marc se mit devant lui. « Et si elle revient cette nuit, si elle arrive à entrer, qui le protégera ?» Le silence du travailleur social fut la seule réponse. Enfin, avec un soupir, il accepta. « D'accord. Je autoriserai moi-même un permis temporaire. Léo ira avec vous jusqu'à ce que nous sachions qui est cette femme. » La nouvelle courut dans tout le village. Certains s'en réjouirent, d'autres murmurèrent que c'était dangereux. Mais personne ne discuta que l'enfant était plus en sécurité, loin de l'orphelinat. Isabelle prépara des vêtements propres. Marc mit une couverture dans la voiture, et Nico tint la main de Léo pendant tout le trajet. Quand ils arrivèrent à la maison familiale, l'enfant resta figé devant la porte. Il n'avait jamais entré dans un foyer qui ne soit pas la vieille maison silencieuse, où il avait vécu seul. Isabelle ouvrit lentement. La salle avait de la lumière, des couleurs, odeur de nourriture chaude. C'était un monde complètement nouveau pour lui. Nico l'emmena à sa chambre. Au lieu d'ombre, il y avait des jouets, des livres, un lit bleu avec des couvertures douces. Léo s'approcha et toucha l'oreiller, comme si c'était quelque chose de sacré. Ses doigts tremblèrent, ses yeux se remplirent de larmes. « Tu peux dormir ici ?» dit Nico en souriant. « Et si tu as peur, je dors par terre. » Léo ne parla pas, mais hocha la tête. C'était la première fois depuis longtemps qu'il se sentait un peu en sécurité. Cet après-midi, Isabelle prépara une soupe chaude. Léo ne se rappelait pas la dernière fois qu'il avait mangé quelque chose de tiède. Marc installa de nouvelles serrures à la porte, de petites caméras et des lumières dans le jardin. Personne ne voulait prendre de risques. Au crépuscule, la famille s'assit sur le canapé pour regarder la télévision. Nico invita Léo à regarder des dessins animés. L'enfant s'assit à côté de lui, mais ne pouvait pas se concentrer. Chaque son de l'extérieur le faisait tourner la tête. Chaque ombre le faisait penser qu'elle était là. Quand l'heure de dormir arriva, Isabelle l'accompagna jusqu'à la chambre. Elle lui dit qu'il pouvait laisser la lumière allumée. Léo s'allongea très lentement, comme s'il craignait que le lit disparaisse. Isabelle lui caressa les cheveux et lui donna un baiser sur le front. « Tu es en sécurité. » Mais ses yeux ne se fermèrent pas. Chaque fois que la porte craquait, le corps de l'enfant se tendait. Dehors, le vent frappait les fenêtres en apportant des souvenirs de l'endroit où il avait vécu si longtemps en silence. Marc était dans la salle en vérifiant des documents de l'accident. Quelque chose ne collait pas. La police avait déclaré que la famille était morte à cause de l'effondrement. Mais la voiture avait été trouvée avec la porte arrière ouverte. Comment Léo avait-il pu sortir seul étant si petit? Isabelle s'approcha avec une tasse de café. « Tu crois que quelqu'un l'a sorti de la voiture ?» demanda-t-elle. Marc soupira. « Oui, et je crois que cette femme en est responsable. » Isabelle porta la main à sa bouche. Alors, elle savait que ses parents étaient morts. Il hocha la tête. Et si elle l'a emmené sans appeler personne, ce n'était pas par amour. À ce moment, une alarme sonna depuis l'arrière-cour. Les deux coururent à la fenêtre, les lumières s'allumèrent.
et la caméra détecta du mouvement près de la clôture. Nico se réveilla effrayé et courut à la chambre de Léo. Isabelle prit son téléphone pour appeler la police. Marc sortit avec une torche en criant vers l'obscurité. « Qui est là ?» Le vent souffla fort, bougeant l'herbe, mais on ne voyait rien. Pourtant, le capteur restait activé. Il y avait quelqu'un là. Quand la police arriva, ils vérifièrent chaque coin du terrain. Ils ne trouvèrent pas d'empreintes, pas de voiture, pas de signe d'intrusion. Marc était frustré. Il savait que la femme les surveillait. Il savait que c'était une question de temps. L'officier posa une main sur son épaule. « Calme-toi, si elle revient, on l'attrapera. » Mais Marc ne se calma pas. Quand ils rentrèrent dans la maison, Nico serrait Léo dans ses bras. L'enfant pleurait en silence avec les yeux pleins de terreur. Isabelle s'agenouilla devant lui. « Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour ?» Léo put à peine parler. « Je l'ai vue. Elle était à la fenêtre. » Nico hocha la tête. « Maman, je l'ai vue aussi. » Isabelle sentit son sang se glacer. Marc serra les poings. La femme de la voiture noire les avait trouvés. Et elle n'était pas disposée à partir. La maison resta silencieuse après la visite de la police. Mais personne ne put redormir. Isabelle s'assit sur le canapé avec Léo dans les bras, lui caressant les cheveux pour le calmer. Marc marchait d'un côté à l'autre de la salle, avec les dents serrées, et le regard enflammé par la rage. Nico observait depuis le couloir en serrant un oreiller, incapable d'expliquer la peur qu'il sentait. La présence de cette femme n'était plus une idée, elle était réelle, tangible, dangereuse. Isabelle emmena Léo à sa chambre et s'allongea à côté de lui, jusqu'à ce que sa respiration se stabilise. Mais même endormi, l'enfant se crispait. Comme si le corps se rappelait chaque nuit de terreur passée, dans la vieille maison. Nico s'assit au bord du lit et lui prit la main. « Je ne te laisserai pas seul. » Léo ne répondit pas, mais sa main serra celle de Nico avec force. Cette petite confiance donna à la famille la détermination de continuer à lutter. Cette matinée, Marc retourna au village pour parler avec le monsieur Ramirez. Il ne pouvait pas attendre que la police attrape la femme. Ils avaient besoin de savoir qui elle était. Ramirez ouvrit le dossier qu'il avait monté et pointa quelque chose d'important. La maison où ils ont trouvé Léo appartient à une famille morte il y a 3 ans. Mais il y a une irrégularité. Dans les documents apparaît le nom d'une sœur de la mère. Mais elle n'a jamais réclamé rien. Elle n'a pas assisté à l'enterrement. Elle n'est pas apparue quand la mort a été signalée, elle n'a pas demandé d'objet, elle a disparu. Marc fronça les sourcils. « Tu crois que c'est elle ?» Ramirez hocha la tête. Si la sœur était en charge de l'enfant après l'accident, et n'a informé personne, c'est déjà un délit. Mais il y a pire. Selon ce registre, elle est devenue administratrice temporaire des biens familiaux. Si Léo était vivant, l'héritage devait être pour lui, pas pour elle. Marc sentit un frisson lui parcourir le dos. Alors elle l'a caché pour garder l'argent. Ramirez ferma le dossier avec force. C'est la théorie la plus probable. Pendant ce temps, Isabelle décida d'emmener Léo à une clinique psychologique infantile proche. La doctoresse assignée, une femme gentille nommée Élise, essaya de lui parler. Elle lui montra des jouets, des dessins, des poupées en papier. Léo ne parlait pas, mais observait tout avec des yeux attentifs. Enfin, la doctoresse posa 2 poupées sur la table, une grande et une petite. Elle les fit marcher ensemble, et puis arrêta la poupée enfant en la laissant seule. Une larme coula sur la joue de Léo. Avec des mains tremblantes, il prit la poupée petite et la mit sous la table en la cachant. Puis il pointa la porte comme si quelqu'un venait. Isabelle comprit. Il avait vécu exactement comme ça, caché, attendant que quelqu'un le trouve ou le punisse. Il est terrifié, dit la doctoresse. Il a besoin d'un foyer stable, d'affection constante et de protection. Il a survécu trop longtemps seul. Isabelle sentit un nœud dans la gorge. Nous voulons nous occuper de lui. Marc arriva à la clinique avec des nouvelles. Ils avaient demandé une ordre judiciaire pour chercher la femme. Ramirez avait demandé une enquête formelle. Mais le juge avait besoin de preuves plus solides. Léo, sans le vouloir, avait la clé. Élise essaya de faire dessiner la femme à l'enfant. Après quelques minutes, Léo prit un crayon et dessina quelque chose qui glaça le sang. Une femme aux cheveux noirs longs, robe sombre et lèvres rouges. À côté d'elle une voiture noire, et à côté un enfant pleurant dans l'ombre. La doctoresse garda le dessin dans un dossier spécial. C'est une preuve. Isabelle donna un baiser sur la tête de Léo. Tout ira bien. Mais l'enfant secoua la tête. Il savait quelque chose que personne d'autre ne comprenait.
La femme ne se rendrait pas. Cette nuit-là, la famille décida de dormir dans la salle ensemble, pour protéger l'enfant. Marc posa un grand matelas par terre, et Isabelle prépara des couvertures. Nico s'allongea à côté de Léo, et enfin le petit put fermer les yeux. Dehors, le vent bougeait les arbres, et chaque craquement semblait un avertissement. Marc installa une lumière extérieure, pour garder le patio illuminé. L'obscurité ne serait plus son allié. Cependant, tandis que tous dormaient, un coup subtil se fit entendre à l'entrée de la maison. Marc ouvrit les yeux et se leva en silence. Il marcha vers la porte principale avec une batte à la main. En regardant par le judas, il ne vit personne, mais quand il baissa le regard, il vit quelque chose par terre, une petite poupée faite avec des chutes de tissu. Elle avait des cheveux noirs et des yeux peints à l'encre. Et il y avait un message collé sur la poitrine. « Tu ne peux pas le protéger. » Marc sentit son cœur s'arrêter, prit la poupée et courut à la salle. Isabelle se réveilla en sursaut en le voyant le visage pâle. Nico s'assit d'un coup. Léo ouvrit les yeux et quand il vit la poupée, il commença à pleurer désespérément. « C'est à elle. C'est à elle. » Marc serra l'enfant et jura. « Elle ne te touchera jamais, tu m'écoutes. » Au lever du jour, ils emmenèrent la poupée au monsieur Ramirez. Il la garda comme preuve. Et ordonna une surveillance permanente autour de la maison. Les policiers patrouillaient toutes les heures. Mais Marc savait que la femme était plus astucieuse qu'elle n'en avait l'air. Elle ne s'approcherait pas tant qu'il y aurait de la lumière. Elle ne laisserait pas de traces. Elle jouait avec eux. Cette même après-midi arriva une nouvelle inattendue. Ramirez trouva un registre bancaire qui prouvait que la supposée tante de Léo avait retiré tout l'argent de l'héritage juste après l'accident. Elle s'était tout gardé. Maintenant oui, nous avons la preuve qu'elle n'a pas agi comme tutrice légale. Nous avons assez pour que le juge l'enquête, dit Ramirez. Isabelle sentit un immense soulagement, mais savait que la femme ne se reposerait pas. Elle était désespérée et le désespoir rend les gens dangereux. Cette nuit-là, tandis que la famille dînait, un coup fort sonna contre une fenêtre. Le verre vibra. Isabelle éteignit les lumières. Marc prit le téléphone, mais au lieu de casser la fenêtre, la femme fit quelque chose de plus perturbant. Une voix murmura de dehors. « Léo, je suis déjà là. » L'enfant cria avec une terreur indescriptible, et quand Marc courut à la fenêtre, il vit quelque chose qui le paralysa. Une ombre féminine debout entre les arbres, le regardant fixement. Souriante, l'ombre entre les arbres restait immobile. Comme si elle jouissait de la peur qu'elle provoquait. Marc sentit le sang quitter son visage. Ferma les rideaux avec violence et cria pour la police. Isabelle serra Léo avec force, tandis que Nico se cachait derrière le canapé en tremblant. Dehors, le vent soufflait en bougeant les feuilles comme si la nuit respirait. En quelques minutes, 2 patrouilles arrivèrent avec sirènes éteintes pour ne pas l'alerter. Les officiers vérifièrent le jardin. Mais la femme avait disparu à nouveau, laissant seulement la trace de la peur. L'officier le plus jeune regarda Marc avec inquiétude. Je ne sais pas comment elle arrive à entrer et sortir sans laisser d'empreinte. On dirait qu'elle connaît ce terrain mieux que nous tous. Marc serra les dents. C'est comme si elle nous surveillait depuis longtemps. La police décida de placer une patrouille fixe devant la maison. Personne n'entrerait ni sortirait sans être vu. Pourtant, la terreur restait là, suspendue dans l'air, invisible mais présente. Aussi réelle que l'ombre qui s'était arrêtée devant la fenêtre. Cette nuit-là personne ne dormit. Léo pleura jusqu'à ce que son corps n'en puisse plus. Isabelle le berça contre sa poitrine, comme s'il était son propre fils. Elle ne te touchera pas, je te le promets. Mais l'enfant pouvait à peine croire aux promesses. Une personne qui survit en se cachant apprend à se méfier du monde entier. Nico resta éveillé, veillant avec des yeux fatigués et des larmes silencieuses. Il voulait être brave, mais il était aussi seulement un enfant, face à quelque chose de trop grand. Le matin suivant, Marc conduisit directement au bureau du juge moral. Il n'allait plus attendre. Le juge, un homme sérieux au visage épuisé, écouta chaque détail. Les apparitions, la poupée, la fenêtre, le dessin, les registres bancaires. Quand ils finirent, Moral laissa échapper un profond soupir. C'est plus grave que ce que j'imaginais. Si la femme a emmené l'enfant après l'accident et l'a gardé caché. Nous parlons d'enlèvement, fraude et abandon. Isabelle serra la main de Marc. Ils avaient fait un pas important. Le juge autorisa une ordre de recherche nationale. La femme n'était plus seulement une suspecte. Maintenant elle était officiellement poursuivie par la loi. Ramirez s'engagea à trouver son identité complète. Peu importe combien d'archives il devait vérifier. Mais quelque chose d'inquiétant surgit à ce moment.
La maison où vivait Léo a été vendue il y a 3 ans, dit Ramirez. Et le nom sur l'acte, Carol Ortega. Isabelle sentit son cœur tomber dans l'estomac. Carol, la supposée tante, la femme de la voiture noire avait un nom. Cet après-midi, la police plaça des caméras supplémentaires autour de la maison. Les voisins offrirent de l'aide, restant en alerte si quelqu'un d'inconnu apparaissait. Léo, épuisé, restait allongé sur le canapé avec Nico à côté. Il ne parlait pas beaucoup. Mais chaque fois qu'il entendait un bruit à la porte, son corps se tendait. Isabelle prépara de la soupe et du pain, essayant de faire manger quelque chose à l'enfant. Après plusieurs tentatives, il réussit à prendre quelques cuillerées. C'était un petit miracle après tant de nuits sans nourriture. Mais le moment de calme dura peu. Un appel du tribunal changea tout. Le juge moral avait vérifié les documents financiers de Carol et découvert des transferts suspects. Des mouvements d'argent près de la frontière et un achat récent d'une voiture noire. Elle planifie de fuir, dit Moral au téléphone. Et si elle veut emmener l'enfant, elle ne s'arrêtera pas. Marc sentit un frisson lui parcourir la colonne. Isabelle raccrocha avec des mains tremblantes. Nico serra Léo encore plus fort. Ils décidèrent de ne pas rester dans la maison. Ramirez suggéra un endroit plus sûr. La station de police, où ils seraient entourés d'agents armés. Marc prit le sac d'urgence et Isabelle habilla Léo avec des vêtements chauds. L'enfant commença à pleurer à nouveau, pensant qu'on allait le laisser, dans un autre endroit étrange. « Non, mon amour, » dit Isabelle avec tendresse. « Tu viens avec nous, nous ne te lâcherons pas. » Pour la première fois, Léo hocha la tête sans peur. Quand ils arrivèrent à la station, les policiers les emmenèrent dans une salle spéciale. Il y avait des caméras, des gardes, des portes renforcées. Il semblait impossible que quelqu'un puisse entrer là. Ramirez arriva minutes après avec des nouvelles fraîches. Nous avons localisé le registre de la voiture noire. Elle est au nom de Carol Ortega. La photo correspond à la description de l'enfant. Isabelle sentit un mélange de soulagement et de terreur. Enfin il savait son nom. Mais cela signifiait qu'elle était aussi proche que toujours. La nuit revint et les policiers étaient en alerte maximale. Marc essaya de se reposer assis sur une chaise, avec Léo allongé sur sa poitrine. Nico dormait serré à la jambe d'Isabelle. Ramirez continuait à vérifier des documents, cherchant un numéro de téléphone, une adresse, n'importe quelle piste menant à Carol. Enfin il trouva quelque chose. Une propriété enregistrée dans une zone rurale à seulement 30 km du village, un endroit isolé, parfait pour cacher quelqu'un. Il n'y avait pas de temps à perdre. Une équipe de policiers partit immédiatement vers cette adresse. Isabelle et Marc ne pouvaient pas respirer de la tension. Si Carol était là, il était possible de l'attraper. Si elle n'y était pas, cela signifiait qu'elle était encore plus proche d'eux. Les heures passèrent lentement, comme si l'horloge se moquait de tous. Léo s'endormit en serrant la chemise de Marc avec ses petits doigts. Comme s'il craignait qu'en la lâchant il disparaisse. À 3 heures du matin, un policier entra en courant dans la salle avec le téléphone à la main. « Nous l'avons trouvée, » dit-il d'une voix agitée. « Mais elle n'est pas seule. » Marc se leva immédiatement. Isabelle prit Nico. L'officier avala sa salive avant de continuer. Dans la maison il y avait des vêtements d'enfant, de la nourriture et des photographies de Léo. Isabelle sentit des nausées. Quel type de photographie? Le policier baissa le regard. De lui dormant, de lui mangeant, de lui plairant. On dirait qu'elle le surveillait de loin. Marc frappa le mur sans pouvoir contenir la rage. Mais le pire arriva après. L'officier ajouta quelque chose qui laissa tous paralysés. Nous avons trouvé une autre chambre préparée pour lui. Vêtements. Jouets, comme si elle attendait de l'emmener. Ramirez prière. Cela signifie qu'elle ne pense pas se rendre. Isabelle serra Léo avec toute la force de son corps. Comme si elle pouvait le protéger du monde entier. Quand il semblait impossible que quelque chose de plus arrive cette nuit-là. Un bruit se fit entendre dehors de la station, un choc métallique. Comme si quelque chose avait heurté la porte. Les policiers se lancèrent aux fenêtres. Marc prit Léo et le cacha derrière une table. Isabelle serra Nico. La salle resta dans un silence absolu, et alors une voix résonna depuis l'entrée. Livrez l'enfant. L'écho de cette voix retentit dans la station. Comme un coup direct à la poitrine de tous. Les policiers se regardèrent, confus, tendus, la main près de l'arme. Marc serra Léo contre sa poitrine, sentant comme l'enfant tremblait sans contrôle. Isabelle serra Nico, qui pouvait à peine respirer de peur. Ramirez fit un pas vers l'entrée d'une voix sévère et ferme. « Qui est là? Identifiez-vous. » Mais personne ne répondit.
Le silence qui suivit fut pire que la phrase précédente. C'était un silence froid, calculé, plein de menaces. Les agents se déplacèrent en formation, en pointant vers la porte principale. L'un d'eux ouvrit lentement, prêt à tirer si nécessaire. Dehors la nuit était vide. Il n'y avait personne, seulement le vent frappant les arbres, et le bruit lointain d'un chien aboyant. Un officier sortit pour vérifier le patio, un autre surveilla les fenêtres. Mais il n'y avait pas de trace de quiconque. Cependant, tous avaient entendu la voix. Une voix féminine, une voix connue. Une voix qui n'avait pas besoin de se montrer pour les détruire. Marc commença à marcher en cercle désespéré. Comment a-t-elle pu arriver jusqu'ici? Comment a-t-elle pu s'approcher sans qu'on la voie? Un policier répondit en fronçant les sourcils. Peut-être qu'elle était dans la station avant qu'on ferme. Cette idée glaça le sang de tous. La station était l'endroit le plus sûr du village. Si Carole avait réussi à entrer là, cela signifiait qu'aucune porte ne pouvait l'arrêter. Isabelle s'approcha de la fenêtre et la ferma avec force. Elle ne peut pas être ici. Pas maintenant. Léo se couvrit les oreilles en pleurant en silence. Il ne pleurait pas comme un enfant normal. Il pleurait comme quelqu'un qui connaissait trop bien la terreur. Marc le tint contre sa poitrine. Tu es en sécurité. Personne ne t'emmènera. Mais cette phrase se dissipa dans l'air, quand une autre voix arriva depuis le couloir. Cette fois plus proche, tordue, presque chantée. Si vous ne me le livrez pas, je le prendrai moi-même. Les policiers coururent vers le couloir, mais à nouveau il n'y avait personne. Ramirez demanda des renforts. La station avant silencieuse se remplit d'agents, de patrouilles, d'armes et d'ordres. Ils vérifièrent chaque porte, chaque couloir, chaque caméra. Il n'y avait pas de signal de Carole, mais la sensation qu'elle était là cachée, les observant, était si réelle que les poils de la nuque se hérissaient. Isabelle commença à respirer vite. Marc prit sa main en essayant de ne pas montrer la peur qu'il sentait. Nico s'approcha de Léo et le serra sans dire un mot. Il n'y avait rien de plus fort que le câlin d'un enfant essayant de protéger un autre. À 4 heures du matin, le juge moral arriva à la station. Son visage fatigué montrait plus d'inquiétude que d'autorité. « Nous devons agir avant qu'elle ne le fasse », dit-il d'une voix ferme. Ce cas n'est plus seulement une garde, c'est un enlèvement, un délit grave et une menace directe. Marc serra le poing. « Que faisons-nous » Moral le regarda avec sérieux. « Nous devons la trouver. Si nous l'attrapons, Léo sera libre de commencer une nouvelle vie. » À ce moment, un autre officier entra avec une découverte inattendue. « Nous avons enregistré la voiture noire abandonnée près du bois. Nous avons trouvé quelque chose dedans. » Il sortit une petite boîte en carton. Isabelle sentit un froid dans la poitrine quand elle l'ouvrit. Dedans il y avait des photographies, des dizaines de photographies de Léo dans la cour de l'orphelinat. Dormant dans la vieille maison, assis par terre en pleurant. La femme l'avait surveillé depuis longtemps, chaque jour, chaque nuit, chaque pas. Marc ferma la boîte avec rage. Elle est obsédée par lui. Le juge décida de faire quelque chose de drastique. Léo ne peut pas rester ici. La station n'est plus sûre. Nous devons l'emmener dans un autre endroit, loin du village, où elle ne puisse pas le trouver. Isabelle sentit sa respiration se couper. Encore bouger, encore fuir. Mais il avait raison. Rester là était attendre que la femme apparaisse à nouveau. Ils préparèrent une camionnette protégée avec escorte policière. Léo était si effrayé qu'il pouvait à peine se tenir debout. « Je ne veux pas partir », sanglota-t-il d'une voix brisée. Isabelle le serra. « Je ne te laisse pas seul. Nous allons ensemble ?» Quand ils étaient sur le point de sortir, les lumières s'éteignirent d'un coup. Toute la station resta dans l'obscurité complète. Un cri se fit entendre. Quelque chose tomba par terre. Léo s'accrocha à Isabelle. Nico cria en appelant son père. Les policiers allumèrent des torchers illuminant la salle par saccades. Les radios arrêtèrent de fonctionner. L'électricité ne revint pas. C'était comme si quelqu'un avait coupé l'énergie de dehors. Ramirez cria des ordres, mais l'écho se perdit dans le chaos. Marc prit Nico et Léo et les poussa vers une salle interne tandis que les policiers couraient dans le bâtiment. Isabelle resta avec eux. Le juge essaya de communiquer par téléphone, mais il n'y avait pas de signal. Tout était bloqué. Soudain, un verre se brisa dans la salle principale. Les policiers coururent vers le bruit. Une torche tomba par terre. Une autre vitre explosa. La tension explosa en cris. « Bougez, protégez-les !» Léo pleurait sans contrôle. Isabelle le tint avec tant de force qu'elle semblait se fondre en son corps. « Elle ne te touchera pas. Elle ne te touchera pas », répétait-elle comme un sortilège. Marc regarda la porte avec peur. Quelque chose allait se passer,
quelque chose de terrible. Alors les pas commencèrent. Ce n'étaient pas des pas rapides, c'étaient des pas lents, presque élégants. Comme si celle qui marchait jouissait du son du bois sous ses pieds. La porte de la salle bougea, un coup, puis un autre. Nico se couvrit les oreilles. Léo cria. Isabelle recula vers le mur en essayant de les couvrir. Enfin la porte céda et s'ouvrit. Avec un grincement épouvantable. Les policiers arrivèrent à la dernière seconde en pointant avec des armes. Mais quand la lumière des torchers illumina le couloir, il n'y avait personne, seulement un papier par terre. Ramirez le prit avec des mains tremblantes. C'était un papier taché d'encre rouge qui disait « Peu importe où tu le caches, Léo est à moi ». Isabelle sentit ses jambes faiblir. Marc ferma les yeux. Nico serra Léo plus fort que jamais. Et dans l'obscurité une rire de femme résonna doux, glacé, impossible à localiser. Carole était là et elle ne pensait pas partir sans l'enfant. La rire se dissipa, mais laissa un écho invisible dans la station. Les policiers se bougèrent rapidement, vérifiant couloirs, portes et fenêtres. Cependant, il n'y avait pas de traces physiques de quiconque. Carole avait à nouveau joué avec l'esprit de tous. Comme si elle jouissait de les voir désespérés. Isabelle s'agenouilla à côté de Léo et essuya ses larmes. Elle ne t'emmènera pas, mon amour. Pas tant que nous sommes ici. Mais l'enfant continuait à regarder la porte entrebâillée, comme si à n'importe quelle seconde quelqu'un allait la franchir. Le juge moral parla avec les officiers. Nous allons évacuer. Nous emmènerons l'enfant dans une autre ville avec protection fédérale. Cette femme ne peut pas continuer à se déplacer librement. Marc hocha la tête. C'était correct. Mais quelque chose lui disait que Carole était toujours un pas en avant. Il ne savait pas comment elle les trouvait. Il ne savait pas combien de fois elle les avait observés. Sans qu'il s'en rende compte. Isabelle prit la main de Léo. Prêt à partir quand les lumières clignotèrent et revinrent. La station revint à la normale, mais la peur resta. Un groupe d'agents escorta la famille. Jusqu'à la camionnette blindée. Ils avaient à peine fait quelques pas que Léo s'arrêta, et tira la main d'Isabelle. « Je ne veux pas partir. Si je pars, elle viendra après. » Isabelle s'agenouilla et prit son visage. « Tu ne seras pas seule. Nous allons ensemble. » Léo essaya de parler, mais sa voix se brisa. Ses yeux étaient pleins de quelque chose que personne ne comprenait. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était comme s'il savait un secret qu'il ne pouvait pas dire. Le convoi partit au milieu de l'aube. 2 patrouilles devant, une derrière. La route était sombre et vide. Isabelle garda Léo sur ses genoux, tandis que Nico appuyait la tête sur son épaule. Marc parlait avec les officiers par radio, s'assurant qu'ils ne se séparent pas. Pour la première fois tous pensaient qu'ils arrivaient à sortir de cet enfer. Mais la paix dura peu. À 10 minutes de voyage, la patrouille de devant freina brusquement. Isabelle faillit tomber en avant quand la camionnette s'arrêta. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Marc. Un policier descendit pour vérifier. Au milieu de la route il y avait un arbre couché. Coupé de façon précise, bloquant le chemin. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un l'avait mis là. Isabelle sentit la peau de son cou se hérisser. L'officier revint en courant et murmura quelque chose au conducteur. Avant qu'il puisse reculer, une lumière s'alluma sur la colline proche. Une lumière clignotante, puis une autre et une autre, c'était un signal. Le moteur du convoi rugit, tandis qu'ils essayaient de faire demi-tour. Mais au moins 5 motos apparurent sur la route arrière. Leurs lumières illuminèrent la camionnette. Comme si c'étaient des yeux qui les observaient. Isabelle serra Léo. Nico commença à pleurer. Marc cria « Accélérez !» La camionnette avança entre les arbres, sautant sur des pierres et des branches. Les policiers essayaient de communiquer, mais le bruit des moteurs noyait leur voix. Chaque seconde les motos étaient plus proches. Marc regarda par la fenêtre latérale et vit quelque chose qui le laissa glacer. Une des motos ne poursuivait pas, elle dépassait le convoi. Elle semblait savoir exactement où ils allaient. Soudain, la moto freina devant la camionnette, les obligeant à s'arrêter. Le conducteur portait un casque, mais sa posture était effrayante, comme s'il attendait ce moment. Un policier ouvrit la porte en pointant avec l'arme. Au sol. Mais au lieu d'obéir, le motard leva la visière. Ce n'était pas Carole, c'était un homme, mais ses yeux avaient le même regard froid. Marc sentit la peur. Cet homme donna un sourire lent, leva la main et pointa la camionnette où était Léo. Il ne dit rien, seulement pointa. Les policiers essayèrent de le capturer, mais il alluma la moto et fit vers les arbres. Le convoi reprit le chemin à toute vitesse, mais déjà personne ne doutait de la vérité. Carole avait de l'aide. Enfin ils arrivèrent à une route principale, où attendaient des policiers.
Léo fut transféré dans un véhicule encore plus sûr. Isabelle pleura quand elle dut le laisser un moment. Pour que l'équipe médicale l'examine. L'enfant étira la main et la serra avec force. Ne me lâche pas. Isabelle le serra. Jamais. Les policiers décidèrent de l'amener dans une maison hors de la ville. Isabelle, Marc et Nico pouvaient l'accompagner. Mais seulement sous surveillance stricte. C'était la seule façon de le garder en vie. Quand ils repartirent, Léo s'endormit. Ses petites mains tremblaient encore, même en rêve. Des heures après ils arrivèrent à la maison sûre. Un endroit entouré de forêts avec des muraux, des caméras et des gardes. Isabelle le porta endormi jusqu'à une chambre. Avec un lit propre et des jouets neufs. Nico mit une couverture sur lui et l'observa dormir. Maintenant oui nous sommes en sécurité, murmura-t-il. Mais Marc n'était pas convaincu. Carole avait démontré qu'elle pouvait toujours les trouver. Tandis que la famille essayait de se reposer. Ramirez appela avec une nouvelle information. Nous avons trouvé une lettre dans la maison de Carole. Elle n'est pas seule. Il y a des registres d'appel à une autre personne. Quelqu'un qui la finance, et il y a un nom répété, patron. Marc sentit un frisson. C'était pire que ce qu'ils imaginaient. Carole n'était pas une femme agissant seule. Elle faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Cette nuit-là, tandis que tous dormaient, la caméra du patio capta du mouvement. Un garde sortit avec l'arme en haut. Il vérifia les jardins, les arbres, la clôture. Il ne trouva rien, mais quand il revint pour vérifier l'enregistrement, il vit une silhouette sur l'écran. Une femme debout devant l'entrée du bois regardant directement la caméra. La nuit était si sombre qu'on ne voyait pas son visage, mais son ombre disait tout. Elle ne bougea pas, ne fuit pas, seulement observa. Et puis elle leva la main et montra quelque chose. Une petite clé qui pendait d'une chaîne, la clé de la maison où Léo avait vécu caché. Comme un message clair, je sais où vous êtes et je vais le récupérer. La nuit était chargée de tension. La maison sûre était entourée de policiers et d'agents secrets, prêts à intercepter n'importe quel mouvement. Isabelle serrait Léo tandis qu'il dormait sur sa poitrine. Mais ni même le sommeil n'effaçait la peur de son petit visage. Nico, assis près d'eux, serrait une torche comme si c'était une arme. Marc marchait dans la salle encore et encore, incapable de rester immobile. Tous attendaient le même dénouement, la fin. Le juge moral et le monsieur Ramirez restaient en contact constant avec les officiers postés autour. Ils avaient placé des caméras cachées, des capteurs aux portes et des tireurs d'élite en position stratégique. Si Carole s'approchait, elle n'aurait pas d'échappatoire. Cependant, tous savaient que la femme se mouvait comme personne. Elle ne laissait pas d'empreinte, ne se laissait pas voir, c'était comme une ombre humaine. À minuit, le silence se fit si profond que même le vent arrêta de souffler. Marc sentit la peau se hérisser. Isabelle se redressa un peu sans lâcher l'enfant. Soudain, un officier informa par radio, mouvement dans le bois. Les lumières infrarouges captèrent une figure, se mouvant lentement. Soigneusement, avançant vers la maison. Les agents s'approchèrent, l'entourant des deux côtés. Quand ils illuminèrent la figure, ils découvrirent quelque chose d'inquiétant. C'était une grande poupée, habillée comme une femme, avec une chaîne autour du cou tenant une clé. Marc sentit un frisson. Carole était là, mais voulait les distraire. Pour les agents c'était un signal clair. Elle ne venait pas seule. À ce moment précis, toutes les caméras pointant devant s'activèrent avec des alarmes. Quelqu'un escaladait le mur latéral. Les tireurs d'élite mirent la silhouette dans la mire. Main en l'air, cria un agent. La figure s'arrêta une seconde et puis sauta vers le toit. Les torchers suivirent l'ombre, mais quand ils arrivèrent en haut il n'y avait personne. Carole jouait avec eux confiante, comme si elle savait chaque pas avant qu'il le fasse. Dans la maison, Léo ouvrit les yeux. Sa respiration s'accéléra. Isabelle le nota immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?» L'enfant commença à pleurer sans bruit. « Elle est ici ?» Marc marcha jusqu'à la fenêtre et regarda dehors. Il ne vit rien, mais l'instinct ne mentait pas. Carole s'approchait. Le juge moral prit le contrôle. Tous les agents dedans. Personne ne sort, personne n'entre. Cette fois, elle n'échappera pas. Les policiers se déployèrent. La maison devint un mur d'acier humain. Pendant ce temps, Léo tremblait sans arrêt. Ramirez s'agenouilla devant lui. « Elle ne te touchera pas. Aujourd'hui ça finit. » Alors un bruit sec se fit entendre sur le toit. Puis des pas rapides. Quelqu'un courait sur la structure. Les policiers pointèrent vers le haut. Une ombre tomba devant la fenêtre, rapide comme un animal. C'était elle. Carole regarda à l'intérieur. Ses yeux, pleins d'une folie froide, sans remords.
Avec un sourire tordu, elle leva la clé devant le verre comme un trophée. Isabelle porta les mains à sa bouche pour ne pas crier. Carole essaya d'ouvrir la fenêtre. Mais elle était renforcée. Les agents coururent dehors. Elle sauta vers le bois, mais cette fois elle n'avait pas d'échappatoire. Il y avait des patrouilles derrière chaque arbre. Des hommes cachés dans les ombres, attendant le moment exact. Un cri se fit entendre. Puis un autre. Enfin, un officier cria. « Nous l'avons !» Marc sortit en courant. Il vit les agents la tenir au sol, menottée, hurlant des mots sans sens. « Il est à moi. Il m'appartient. » Les officiers la relevèrent et l'emmenèrent vers la patrouille. Elle résistait encore, comme possédée par une rage interminable. Marc sentit sa poitrine brûler. Ce n'était pas de la compassion. C'était du soulagement. Isabelle sortit derrière lui avec Léo dans les bras. Quand l'enfant vit Carole, il se cacha dans son cou. La femme fut traînée jusqu'à la camionnette policière. Avant que la porte ne se ferme, Carole tourna la tête vers la famille. Son regard, si sombre qu'il ne semblait pas humain. « Ça ne finit pas ici », murmura-t-elle. Mais cette fois, sa voix n'avait plus aucun pouvoir. La porte claqua. La patrouille démarra. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, le silence ne faisait plus peur. C'était la naissance de quelque chose de nouveau. Ramirez s'approcha de la famille. « Vous l'avez fait. Elle est en détention. Elle ne pourra plus s'approcher. » Isabelle éclata en sanglots. Marc la serra contre lui. Nico courut et s'accrocha à la jambe de Léo. L'enfant leva la tête, cherchant le visage d'Isabelle. Elle ne revient plus. Les heures suivantes passèrent comme un rêve. Les agents s'en allèrent, les lumières s'éteignirent, le soleil commença à poindre derrière les arbres. La famille rentra dans la maison sécurisée. Pour la première fois, ils purent respirer sans peur. Léo s'endormit profondément dans les bras d'Isabelle, sans larmes. Nico le couvrit d'une couverture et s'assit à ses côtés en souriant. « Maintenant, on est vraiment frères. » Marc ferma la porte à clé et regarda sa famille. « À partir d'aujourd'hui, on repart de zéro. » Et bien qu'ils fussent tous épuisés, ils savaient qu'ils avaient survécu à l'impossible. Le cauchemar était fini. L'espoir ne faisait que commencer. Le matin se leva dans le calme, sans ombre cachée ni voix dans l'obscurité. Léo se réveilla doucement, comme si son corps comprenait enfin que le danger était passé. Quand il ouvrit les yeux, il vit Isabelle préparer le petit déjeuner. Nico jouait sur le tapis. Et Marc examinait des papiers, pour lancer la procédure légale d'adoption. Pour la première fois, l'enfant n'eut pas besoin de fuir ou de se cacher. Il s'assit simplement sur le lit, observant tout avec de grands yeux silencieux. Jusqu'à ce qu'un sourire timide, sincère, illumine son visage. Il avait trouvé un foyer. Les jours suivants furent remplis de visites médicales, de démarches administratives. Et d'étreintes qu'il n'avait jamais connues. Léo apprit à dormir sans crainte. À manger sans se presser. À rire à gorge déployée. Et à marcher sans regarder par-dessus son épaule. La maison qui n'avait été qu'un refuge temporaire devint sa famille. Son monde. Son point de départ vers une vie nouvelle. Marc et Isabelle signèrent les documents que le juge moral approuva sans hésiter. L'enfant qui avait vécu seul portait désormais un nom de famille. Et un avenir. Et ainsi, dans un jardin baigné de lumière. Avec Nico courant à ses côtés. Léo put enfin être ce qu'il aurait toujours dû être. Un enfant heureux. Si cette histoire a touché ton cœur, je t'invite à laisser un j'aime. À commenter depuis quel pays tu nous regardes. Et à t'abonner à la chaîne. Pour d'autres récits vrais qui inspirent. Émeuvent. Et prouvent qu'au milieu des ténèbres, il y a toujours une chance de recommencer. À la prochaine.